KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Peu de temps après, comme il venait de lui faire avaler par force quelque affreux déjeuner sommaire, « Je ne sais plus que faire pour bébé, dit-elle. Il a une fièvre terrible, il gémit dès que je le touche. Je ne sais si je dois lui donner un bain. » « Je le laisserai tranquille, fit Augustin, qui se rappela le conseil du médecin. Peut-être un peu d'eau sur le front et les lèvres. » Elle ne tarda pas à le rappeler. « Il me semble que bébé louche, que ses regards chavirent. » Mais pour observer deux pupilles inégales et deux yeux divergents, il fallait chercher attentivement dans les blanches ténèbres du berceau. Le nouveau trouble ne s'était montré qu'à une investigation maternelle minutieuse, constante et agenouillée, pour laquelle on ne comptait pas sa propre crucifixion. « C'est peu de choses, dit Augustin en se relevant. Je ne vois rien de bien spécial. » Il avait conscience de la douceur tremblante avec laquelle il mentait. Un très léger soubresaut agita le petit bras sur la couverture. Christine se remit à humecter les lèvres de l'enfant. Augustin la quitta pour l'autre malade, puisqu'ainsi s'écoulait leur jour. Il ne pénétrait chez sa mère que sur la pointe du pied, comme s'il fallait respecter l'impressionnant silence qui commençait de régner dans l'appartement. Il arrangea le feu, renouvela le bois qui se consumait vite. Une claire flamme voltigea sur les bûches, parmi les fumées à goût de terreau et l'ébullition des gouttelettes sur les écorces. La température ne s'élevait guère. Un courant d'air léger, qui sentait la brume, agitait les rideaux et persistait dans les sifflements du feu. Christine survint, appuya un bol de lait contre les lèvres de la malade, refit l'arrangement des oreillers, embrassa sa mère, partit. Ses bouffissures blafardes s'élargissaient sur le visage et sur le cou, et sans doute sur tout le reste d'un corps qui se préparait à vivre tout seul de son côté, de quelque vie laide et monstrueuse. Sa pensée, sa tendresse, tout ce qui constituait sa mère, avait à s'arranger de cela, pendant que c'était encore possible. Les deux yeux bleus passés continuaient le vieux sourire tendre, réalité spirituelle engluée dans des chairs qui ne s'y intéressaient plus. Ce fut ce sourire qu'Augustin surprit au passage, comme il se relevait, ayant rebâti l'édifice du feu. Il s'approcha, dégagea un bras qui remuait dans le tas informe des couvertures, approcha son oreille pour qu'elle n'eût pas à parler trop fort. Les draps de lit, pas frais, sentaient l'urine. « Ta pauvre sœur, dit-elle, va passer par une épreuve. » Puis, émettant tout naturellement sa prière comme une autre forme de respiration. « Oh, mon Dieu, s'il n'y avait pas vous !» Ainsi elle soupçonnait, elle savait, n'eut besoin de rien lui cacher quand le temps viendrait. « Je voudrais que le bon Dieu me laisse quelques jours pour la consoler un peu. » Augustin dit qu'il ne fallait songer qu'à guérir, mais il vit que cette pensée la laissait aussi étrangère que les boursouflures du visage l'étaient à son sourire triste et tendre. « Quand tu sortiras, continua-t-elle, mais ne sors pas exprès. Tu iras chez monsieur le curé, lui demander de venir me donner la Sainte Communion et l'extrême-onction. » Ce grand mot d'extrême-onction descendit en lui avec une magnificence solitaire, flambeau qui, sans s'éteindre, s'enfoncerait sous des eaux profondes. Lentement, naissait et prenait corps une certaine chose grave, imprécise, d'immense hauteur au-dessus de la vie, devant quoi la mort elle-même paraissait secondaire et même traversable. Il ne put que parler très simplement, comme elle-même. « Quand veux-tu te confesser ? Ce soir ? Demain ? »
Si monsieur le curé pouvait venir demain, avant que j'aie pris le lait, tu pourrais communier en viatique, fit-il, réprimant tout attendrissement devant ce scrupule qui lui ressemblait tant. Peut-être qu'il faudrait la permission. Je la demanderai pour toi. Ce n'était même pas le mot sérénité qui convenait pour cette attente de la mort. Elle était trop poétique, trop endimanchée. Il différait trop des modestes sentiments quotidiens. Cette attente de la mort, d'une telle simplicité et si calme, ressemblait à toutes les autres attentes, celle de la nourriture, celle du coucher, celle du lendemain qui suivrait la nuit. À la suite de la pauvre malade, Augustin s'y sentait pénétré de plain-pied, tout naturellement. Il lui semblait qu'elle fût assise sur sa chaise d'église, un peu en avance pour la messe, en un recueillement mêlé de repos. Bientôt la clochette sonnerait, elle s'agenouillerait, elle entrerait dans les formes réfléchies de la prière. Cette attente de la mort n'était-elle pas ainsi ? N'en pouvait-on parler avec elle comme elle en parlait elle-même ? Cette vieille femme cheminait d'un rythme si doux sur le morceau de chemin qui lui restait encore, qu'elle ne risquait guère de forcer, à cause de cette promenade au soir tombant, les battements de son cœur. Dans la rue, c'était un ciel bas et froid d'où la brume semblait partie. Mais elle n'avait fait que changer d'étage. Elle devait traîner et s'effilocher, pas beaucoup plus haut que les cheminées. Il faisait presque nuit. Il y avait pour 5 minutes de chemin jusqu'à la cure. Augustin retrouva le trottoir du jour de la foire, lorsque dans la première épouvante, apercevant sous tous les personnages de la comédie économique les squelettes qui soutenaient les gestes, il opposait à chacun des passants qui ne s'en doutaient pas le pronostic de leur propre mort. Un mot de sa mère lui revint au coin de la vieille place du marché, devant la pharmacie où il avait tant attendu. « Oh mon Dieu, s'il n'y avait pas vous !» Il s'entendit murmurer presque à voix haute. « S'il y a lui, il est bien caché. » Jamais il n'avait été moins maître de tout ce qui circulait sur ses chemins de pensée. En ce moment, c'était ce Schopenhauer banalisé qui ruisselle dans la littérature, mêlé au souvenir du Deus absconditus, cher aux pascalisants. Sans doute d'autres visiteuses obséderaient à leur tour ce cœur qui ne choisissait pas. Il retrouvait les lassitudes de jadis. Les maisons le guidaient, barraient son trajet aux endroits qu'il fallait, lui ouvraient les correctes issues latérales. Il se fiait à cette complicité de son corps avec les maisons. Il coulait entre ces rives dont elles bordaient sa route. Un ecclésiastique, venant en sens inverse sur le trottoir d'en face, donna dans sa direction un coup de grand chapeau. Il l'aperçut vaguement dans l'obscurité, à travers sa fatigue et sa rêverie. Une figure de piété imprimée sur métal, ne tenant plus qu'à un clou, ayant pivoté autour de ce clou, pendait, la tête en bas, contre une porte. C'était là. « Monsieur le curé ? Ça tombe mal !» cria la domestique au bonnet tuyauté. Elle se lança en une broussaille d'explications. Monsieur le curé ne devait rentrer que le lendemain à 11h, mais par compensation sans doute. Monsieur l'abbé venait de partir et n'y serait peut-être pas demain matin. C'est jusqu'une nuit, n'est-ce pas ? Et pour les malades, il y a monsieur le chanoine, l'ancien curé de... Elle cita une autre paroisse. Il est retiré, il y voit pas beaucoup. On le prévient quand il faut et il confesse encore un peu. Il y a aussi l'autre monsieur abbé, celui de Paris, qui est pour quelques jours ici. Il ne vous refusera pas. Attendez que... Pauvre. Elle tira violemment sur la corde d'une sonnette qui retentit dans les étages. Pleine d'une bonne volonté confuse, elle demanda quel âge avait sa mère et branla la tête. Elle s'attristait, montrant cette spontanéité de l'âme populaire qui met à peu près tout en commun, les sentiments, l'usage des objets, jusqu'à la confidence de maladie que cachent les bourgeois. À tout hasard, Augustin lui demanda si elle ne connaissait pas une bonne, mais bien entendu, elle n'en savait pas.
Derrière elle s'amorçait un couloir carrelé où pendaient les douillettes. Un grand abbé noir descendit l'escalier sonore. Il s'arrêta net devant Augustin qui reconnut l'abbé Bourré. « C'est vrai, pensa-t-il, les 8 jours qu'il devait encore passer ne sont pas finis. » L'abbé le fit entrer dans un salon dont le plancher blanchâtre venait d'être lavé. Quelques chaises de paille le meublaient, avec des gravures religieuses et une sorte de secrétaire en bois teinté et verni. Le haut, abritant un rayonnage de livres, était séparé d'une partie inférieure fermée par un abattant qui formait table. Le premier vicaire, changé de poste, n'est pas encore remplacé et il n'y a plus de 3e vicaire. Le nombre des vocations va diminuant, ce qui se répercute même dans les paroisses des villes et diocèses les moins touchés. Mais vous savez, en cas de danger de mort, j'aurais pu moi-même... Augustin se demanda s'il avait bien compris. L'abbé faisait tourner une clé autour de son index. Il avait ce sourire immobile et prolongé qui intriguait tellement Augustin dans leur première rencontre. « Mais oui, fit-il, n'importe quel ius canonicum. » Son œil chercha sur les étagères du meuble verni. Autant celui-ci qu'un autre. Il se leva pour prendre un in-octavo broché de bleu. Augustin assistait muet à l'étrange scène. « C'est le catéchisme du Concile de Trente. Voyons. Il est mis le des attentes. Chapitre 8 de la 2e partie. Paragraphe 13. » D'une voix chantante et officielle. « S'il y a danger de mort et qu'on n'ait pas la faculté de se confesser à son propre prêtre, l'Église, de crainte que quelqu'un ne périsse dans ces circonstances, permet à n'importe quel prêtre, unicumque sacerdoti, d'absoudre de toutes sortes de péchés. N'importe quel prêtre, fût-il privé du pouvoir de juridiction, fût-il interdit. Même Loisy pourrait confesser votre mère. Sacerdos in aeternum. » Se retournant, il fut fermé d'une poigne robuste la fenêtre d'où venait un vent coulis. Le livre bleu s'ouvrait sur l'abattement, couché sur le ventre, et sa couverture regardait le plafond. Maintenant, continua l'abbé, quant à la qualité du ministre... Ah non, ça c'est dans l'autre volume. Il ferma le livre, le remit en place, chercha le tome 2, reprit le ton de lecture officielle. Les ministres, dans l'exercice de leurs fonctions, n'agissent point en leur propre nom, mais Christi personam gerunt. Ils jouent le rôle du Christ, comme dans une pièce de théâtre, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, pourvu qu'ils emploient la forme et la matière voulues par l'Église et qu'ils aient l'intention de faire ce qu'a voulu faire l'Église. L'Église en est restée à une époque formaliste du droit, commentait-il. Formalisme d'une grande utilité d'ailleurs. Sauf l'irritant sourire qui lui aiguisait le visage, il faisait penser au cousin Jules, expliquant devant l'auberge de la Font-Sainte « Faut la transcription ». L'étonnement d'Augustin l'arracha pour quelques minutes à ses troubles. « Tous les traités de droit romain s'expliquent là-dessus, monsieur Bourret, fit-il. Mais si vous me permettez cette remarque, c'est l'intention qui, dans votre cas, me paraît déficiente. » L'abbé, qui replaçait les 2 livres, se retourna. « Déficiente ? Comment cela ? Mon intention en tant qu'homme est hors de question et d'enquête. Mon intention en tant que prêtre seule compte. Elle est sans défaut. » « Je ne discuterai pas, dit Augustin avec une extrême douceur, cette illusion psychique. » Et il se leva. « Mais d'ailleurs, voyez vous-même, l'abbé retira le livre qu'il venait de ranger. Tenez, même page, quelques lignes plus loin. Même Judas Iscariote, fit-il d'une bouche qui trouva l'art d'insérer dans son soupir primitif un autre et plus profond sourire. Même Judas Iscariote. Quelqu'un frappa à la porte d'un heurt dur, en même temps que se levait derrière lui un grand cri indistinct et urgent. L'abbé ouvrit. « Faut manger la soupe !» annonça la bonne.
l'abbé referma. Même Judas Iscariote avait baptisé plusieurs, dont nous ne lisons pas qu'aucun ait dû être rebaptisé. Tandis que le baptême de Jean-Baptiste dut être redonné par les disciples de Jésus. Je vous dis cela parce que vous craignez peut-être qu'en restant dans l'Église provisoirement, je ne manque en quelque sorte à mon contrat. Si, j'ai bien vu. Si. J'attendrai monsieur le curé, dit Augustin. Demain, s'il vient, sinon après-demain. Mais, reprit l'abbé, comme s'il terminait une plaisanterie et retombait aux choses sérieuses, je vous demanderai mon confrère le chanoine B, mon ancien professeur au grand séminaire, qui a gardé de l'attachement pour moi. Il replaça le livre, effaça un pli qui se formait sur la couverture et ouvrit la porte. Augustin sentit l'odeur d'une soupe aux choux et aux haricots et salua en passant la vieille bonne. Les aveux du voyage nocturne, sous le grand sceau du secret, et d'autre part, toutes ces apparences conservées, les sacrements, les messes, l'habitation à la cure, quelle juxtaposition étrange. Un mois avant, Augustin eut cherché à comprendre cet extraordinaire plaisir de mystification flegmatique. Mais maintenant, à la pensée de cet homme confessant sa mère, une sorte de dégoût physique lui montait à la bouche et l'occupa jusqu'à la maison. Il rentra, il vit la nouvelle femme d'ouvrage. Elle était noire et de petite taille, l'œil et le nez également aigus. Elle tournait autour des sujets de conversation, donnait des conseils médicaux, citait un autre enfant en exemple. Les médecins l'avaient abandonné, madame. Pour dire la vérité, il était un peu plus grand. Eh bien, il l'a guéri avec de l'eau magnétique. Cette île devait se rapporter à un personnage déjà nommé avant l'arrivée d'Augustin. Comme on ne lui répondait pas, elle s'arrêta en une résignation pincée. Elle s'appelait elle-même Madame Boudet. Elle nommait son défunt époux Monsieur Boudet. Monsieur Boudet, expliquait-elle, disait à ces messieurs, Monsieur Boudet devait être quelque employé subalterne de la mairie, peut-être le concierge. Et ces messieurs représentaient la partie des hiérarchies administratives françaises qui constituait au-dessus de Monsieur Boudet une sorte de cylindre fait de rondelles successives et superposées. Bien qu'il fût la plus basse et peut-être même le morceau de sol qu'elle recouvrait, Monsieur Boudet luisait de la gloire et du prestige de toute la colonne. Ce prestige étant impersonnel, abstrait comme la République et par conséquent insécable, chacune des rondelles et leur assiette bénéficiaient de lui tout entier. Augustin pensa aux mots de la mère Rambaud. Il y aurait bien la Marie Boudet, mais elle est si drôle. Au demeurant, peu importait le pittoresque de cette honorabilité susceptible. Ils avaient besoin d'un minimum de service pour leur chambre hâtive et leur repas squelettique. Madame Boudet suffisait. Elle pouvait même faire, en plus, quelques petits savonnages. Elle viendrait à 10h, resterait dans l'après-midi de 3 à 7. Elle dit d'un ton sec qu'elle ne veillait pas. D'ailleurs, elle ne serait pas allée dans toutes les maisons, vous comprenez bien. Augustin rendit compte à sa mère de ses démarches ecclésiastiques, promit pour le lendemain la visite du curé, ou celle du vicaire, ou celle du chanoine, expliqua avec précision les présences et les absences du clergé paroissial. Il se rappelait qu'elle aimait, lorsqu'elle allait bien, qu'on lui rapporta avec minutie le détail des besognes domestiques qu'elle confiait. C'était moins un contrôle des tâches exécutées qu'une impression de communauté, et comme de fusion de cœur avec celui de ses enfants, qui était l'exécutant. La chambre était douce, chaude. Un poêle de bois en faïence bleue, livré et posé pendant l'absence d'Augustin, luisait sous la lampe. Celle-ci partageait la pièce en noire opacité capricieuse, refoulée par des sortes de golfes d'une faible couleur d'or marron et de contours imprécisables. Dans la salle à manger, l'abat-jour portait un rectangle de papier supplémentaire qui couvrait d'ombre le petit berceau. Christine refusa les sardines que Madame Boudet servit, refusa le potage aux pommes de terre et au lait. Assise près de l'enfant, elle s'enfonçait dans une absorption silencieuse.
Augustin lui offrit de partager la veille, lorsque Madame Boudet fut partie, la mère Rambaud ne venant qu'une nuit sur 2. À sa surprise, elle accepta, avec une docilité brisée. « Tu vois, dit-elle, bébé n'a besoin que de bien peu de choses. Lui humecter les lèvres d'eau sucrée, baigner sa petite tête chaude, c'est tout ce que je puis faire. Je n'ose pas le remuer. » Il fut convenu qu'elle dormirait la seconde partie de la nuit. Augustin sommeilla presque tout de suite, et jusqu'à 2 heures du matin. Les plus lassantes images faisaient corps avec sa fatigue. L'abbé parlait devant des prélats du concile de Trente en camail pourpre à fourrure d'hermine, sous des bonnets vénitiens. Augustin suivait d'une tension d'esprit extrême d'horribles choses sophistiques. Des abbayes romanes se voûtèrent sur son rêve. Anne passa près de lui sans le voir, sachant cependant qu'il était là. Un mélange de souffrance et de joie brûla sa poitrine. Il se réveilla sur cette douleur et toussa. Il se rappela le jour où, revenant de la seconde visite, il avait tourné son lit de façon à mieux voir le côté du paysage où se trouvaient les sablons. Il y regarda malgré l'heure, se heurta aux ouates noires et trembla devant l'épaisseur, l'hostilité, l'impossible opacité de la nuit. Le sentiment d'une identique impossibilité de ses désirs le poignit 2 ou 3 secondes. Mais il était fou. Rien n'avait changé. Rien ne devait changer de ses espérances, de cette douce brûlure continue, mêlée d'angoisse et de désir. Il plongea son front dans la cuvette, sentit comme toujours la rénovation glaciale et fit de nouveau face à la vie. Une raie verticale de lumière dorée bordait la porte de sa chambre, traînant un bout de queue à l'intérieur. Dans la demi-lueur où baignait la pièce, Augustin vit une Christine violemment simplifiée, osseuse, enfantinement pathétique, et les immenses yeux noirs qu'elle avait petite fille. Comment tenait-elle, la malheureuse ? « N'entre pas voir maman, fit-elle, j'en viens. Elle semble dormir. » Elle fut s'étendre tout habillée. Lui s'assit à son tour sous le rond de lampe jaune. Il pensa qu'il pourrait indifféremment prendre le fauteuil ou s'allonger sur le lit. Périodiquement, il se lèverait pour poser sur les lèvres de la petite victime la goutte d'eau sucrée qui tantôt serait léchée et tantôt resterait là. Cette ébauche de front derrière lequel les bacilles continuaient leur multiplication de vermine, il l'humecterait et l'essuierait tour à tour. Il pensait quoi ? Il éprouvait quoi ? Rien qu'une fatigue mortelle qui faisait choix pour mieux se faire sentir du moment où il appuyait la tête contre le dossier du fauteuil. Elle plongeait bien plus profondément que le corps, plus bas que cet amas de jointures dolentes. Il ne se donnerait certainement pas la peine de se rendre compte de quoi il souffrait, de quoi il était fatigué. Qu'est-ce que c'est que se rendre compte ? Comme il retournait vers Anne et son rêveur, un souvenir lui revint. Les buées sur l'étang, dans la lune, au sablon. Elles étaient en or. Au bas des gorges, sur la prairie, de nacre et d'argent. Or, c'étaient les mêmes. C'est ainsi qu'on se rend compte. Sur la table se trouvait un petit pot laissé par Christine. Il le saisit, le sentit. Du café. Une tasse et demie peut-être. Il but à même le pot ce café fort et froid, où restait un peu de marc. À côté, le bol vide où sa sœur avait bu. Une mouche noyée dans la soucoupe. Oui, qu'est-ce que c'est que se rendre compte ? Bien sûr, naturellement, en pouvait-il douter ? Les préoccupations religieuses se trouvaient là. C'était pour elle le moment des moments. Elle jouait leur jeu, obsédante comme jadis, mais en d'autres cantons de l'universelle inquiétude, errant sur d'autres plages, le royaume des fins, de la mort et de l'éternité. Extraordinaire ténacité de ce problème des fins, toujours là à toute heure, dans la brume, dans le soleil, dans la nuit, au bûcher,
sous la charge des bûches, parmi les rues de la petite ville, dans le déchirement ou l'inertie, ou l'excitation ou la lassitude, sous son propre nom ou sous un autre, sous le pseudonyme de la vie humble ou d'autres déguisements. L'éternel problème des fins le fixerait comme un grand visage jusqu'à ce qu'il réponde. Augustin le suppliait, l'interpellait. De grâce, laisse-moi. Est-ce cette nuit-ci que je te résoudrai au chevet de ce petit moribond ? Lui s'écartait un instant, revenait vite, parlait par allusion, par indécidente, utilisait les occasions. Et Dieu sait s'il en manquait dans cette maison de mort. Augustin recevait chaque fois comme un frappement de doigt sur l'épaule. Parfois, la question des questions n'avait besoin de prononcer aucun mot. Une simple couleur de sensibilité, à base de désolation, de dégoût, d'anxiété et de monotonie. Cela voulait dire « je suis là ». Cette nuit-ci, parmi toutes les nuits, il lui semblait qu'il eût pu dessiner, voyez-vous là, en noir là sur la toile cirée, les causes secondes en troupeau. Oh, emmêlées, effroyablement emmêlées. Mais attendez, cela n'est rien. Ajouté, nécessaire, calculable, impassible, pareil à la multiplication des bacilles derrière le front de cet enfant. C'est à travers cette cohue qu'il faut que l'âme et l'immortalité percent leur passage vers l'éternel. Ah, ne lui demandez pas comment. Il ne sait pas. Il est trop fatigué pour répondre. Tout ce qu'il peut, c'est de figurer, avec le pouce, de petites broussailles sur la toile cirée. À genoux devant le berceau, il effleure d'un baiser léger l'enfant qui se meurt. Du velours moite, de petits cheveux, des yeux déjà vides, une odeur urineuse et douceâtre. Voilà ce qui vient à sa rencontre, et aussi le rappel d'une chose charmante qu'avait trouvée Christine, et dont il est quelques minutes à se souvenir. On trouve sous ses lèvres une petite joue, et c'est une rose. On trouve sous ses lèvres une petite rose, et c'est une joue. Oui, c'est bien ce qu'elle avait dit. Une goutte d'eau sucrée, un linge humecté d'eau froide, fameuse barrière pour retenir l'âme de ce côté-ci de la vie. Où va-t-elle, cette âme ? Et même, où est-elle en ce moment ? C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.